Bonjour, bienvenue au cycle de communication Nouvelle Justice et domaine de la justice qui est le nôtre à nos juristes, bien évidemment la justice d'État. On m'a demandé à moi de parler du thème de la justice scolaire et universitaire parce que j'ai passé plusieurs années à étudier ce domaine. Et je vais le faire aujourd'hui avec la spécialité, à partir de la spécialité qui est la mienne, qui a toujours été la mienne, celle de l'interdisciplinarité. Il faut se souvenir que l'interdisciplinarité est très à contre-courant. Le modèle de spécialisation dominant, qui est disciplinaire et vertical, suppose de partir toujours de la diversité pour le ramener à une spécialité pointue. Mais à l'inverse, l'interdisciplinarité, elle part du sujet pointu pour le ramener aux perspectives transversales. Moi, j'aime les big picture. Alors maintenant, quelles sont les distances observables du côté de la justice scolaire et universitaire entre les conceptions juridiques traditionnelles et les pratiques empiriquement observables? Je dirais, la meilleure façon pour vous de vous en parler, ça va être de résumer le plus rapidement possible les travaux que j'ai faits entre 1991 et 2000. Il faut se souvenir qu'au début des années 90, la grande nouveauté du côté du droit, c'était les nouveaux droits de la personne mineure. L'avènement de l'enfant sujet de droit, c'était une révolution juridique. Et de ce côté, le législateur québécois était très innovateur et il y avait beaucoup de nations autour de nous qui nous regardaient agir et essayaient de voir comment nous opérerions ce virage si important au plan juridique. Alors moi, j'ai alors formé le projet de recherche de deuxième cycle à l'Université Laval en me posant cette question. Quelles seraient les répercussions de cette révolution juridique de l'enfant sujet de droit sur les sciences de l'éducation et sur les pratiques de l'éducation? C'est là que j'ai fait ma première découverte. Il y avait il y avait une controverse absolument explosive en sciences de l'éducation au sujet des droits de l'enfant, de ces droits nouveaux. D'un côté, il y avait les partisans que j'ai appelés les partitions pro-droits de l'enfant qui disaient les droits de l'enfant font problème du côté de l'évaluation scolaire, mais pas de toute évaluation scolaire, du côté de celle qui est effectuée à des fins de compétition pour l'appropriation des privilèges sociaux et de l'ascension sociale qui est rattachée aux notes et aux diplômes. On se souvient que cette façon de gérer la stratification sociale est née de la modernité. On voulait, par cette nouvelle institution, mettre de côté le mode de stratification féodale qui était sur l'affiliation, le sang, et on voulait instaurer un mode d'accès à l'ascension sociale par le mérite scolaire. Et là, on disait, cette façon de faire, depuis l'avènement de la sociologie de la reproduction, avec Bourdieu et son célèbre ouvrage Les héritiers, on savait qu'il y avait désormais on savait désormais qu'il y a toujours eu une proportion stable de bonnes notes et diplômes qui a toujours été accordée en majorité aux enfants des milieux socio-économiques favorisés. Alors là apparaissait une dimension tragique de cette nouvelle institution née à des fins de justice égalitaire parce qu'elle était supposée de créer de l'égalité alors qu'elle reproduisait le privilège défavorisé. Et en plus, disaient les tenants de ces pro-droits de l'enfant, on découvrait qu'au niveau de la pédagogie, cette institution-là nuisait beaucoup, mais pas à tous les enfants, aux enfants qui ont le plus besoin d'aide, parce que ce sont ceux qui n'ont pas intérêt à toujours être comparés à leurs désavantages à l'intérieur de compétitions systématiques. Mais contre ce discours-là, qui réclamait alors l'abolition de l'institution de tri social par les notes, est né un mouvement d'opposition qui, lui, s'est rattaché au courant autoritariste des années 1980. Alors, qu'est-ce qu'on disait? On disait, oups, attention,
le pouvoir de donner des notes est devenu nécessaire à l'éducation et il est devenu impossible de l'abolir parce que c'est une arme nécessaire pour faire obéir. Observons que cette controverse en sciences de l'éducation n'a pas été tranchée et même en 2019, dans une thèse de doctorat en droit, Louis Hémon rappelait qu'en 2019, cette controverse scientifique n'a jamais été tranchée en sciences de l'éducation. Mais revenons en 92 et 93, parallèlement à cela, la scène juridique au Québec avait elle aussi ses développements au niveau de l'évaluation scolaire. Dans la décision Barreau du Québec contre Boyer, on voit apparaître le discours pro-droit de la personne évaluée au niveau de la Cour supérieure. La Cour supérieure va dire « Il s'agit d'une institution qui est faite à des fins de justice. La décision qui a des effets sociaux dramatiques pour l'étudiant au barreau est arbitraire et à partir de là, l'esprit général de notre droit administratif ne peut pas supporter ça. » Et là, ce qui est très étonnant, c'est coup de tonnerre, on voit apparaître au niveau de la Cour d'appel qui a renversé la décision de la Cour supérieure, qui va, elle, adopter la position autoritariste et qui va dire non, 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 non. Il s'agit d'un pouvoir inhérent à la faculté d'enseigner, c'est un pouvoir nécessaire à l'éducation et à partir de là, nous devons maintenir la doctrine de la retenue judiciaire. Bref, on voit exactement l'effet miroir de la controverse en éducation, mais alors que la science, elle, dit qu'elle ne peut pas savoir, la Cour d'appel, elle, base sa décision sur l'impression d'une évidence qui n'en est pas une du tout. Ça nous permet maintenant d'arriver à se poser la question, mais quelles sont les conséquences où on peut plutôt observer maintenant les conséquences. Non, on peut maintenant observer ce que moi j'ai appelé les distances ou les écarts entre la pensée établie et les constructions traditionnelles de la justice en éducation et les pratiques qui s'observent. Alors, on va s'observer que chaque écart, en général, va créer un paradoxe du côté du droit. Et c'est comme ça qu'elle s'explique le titre de mon mémoire en droit en 1996, qui s'est appelé « Paradoxe et fondement de l'évaluation scolaire comme force de justice ». Alors, comme première conception traditionnelle qu'on a couramment, on va voir apparaître ce présupposé absolument courant dans la tête des juristes, tout autant que dans la tête des universitaires en général, et même souvent au Conseil supérieur de l'éducation ou dans les écoles, on va dire, la jurisprudence des tribunaux d'État intègre sûrement les sciences de l'éducation. Faux! La décision Barreau du Québec contre Boyer est là pour le prouver. On n'a pas du tout intégré les travaux des sciences de l'éducation. On affirme comme une évidence, ce qui n'en est pas une, même aujourd'hui en 2020. Maintenant, deuxième construction traditionnelle, un autre présupposé courant est de dire que les règles du droit étatique régulent forcément l'espace de l'éducation. Mais non, c'est faux. Parce que si on sait que le premier effet de ne pas avoir tranché la controverse en sciences de l'éducation, c'est de ne rien modifier aux structures actuelles de l'éducation et qu'il y a un courant discursif actuellement croissant et très, très fort en sciences de l'éducation qui est de dire les droits de l'enfant, on n'a pas besoin de s'en occuper. Le législateur s'est trompé. Il y a toute une série d'auteurs qui vont dire ceci, on n'a pas besoin de les respecter. Le législateur s'est trompé. Par exemple, Alain Boyer va dire, voyons donc, c'est un philosophe, il va dire, Aristote nous a bien expliqué qu'un enfant, c'était juste un demi-citoyen. On n'ira pas renverser ça, voyons donc. On a même Jean-Louis Derouet dans l'École et Justice qui va nous dire, il y a dans l'enfant une part d'animalité qui appelle les violences ordinaires et qui empêche qui empêche de leur donner les droits fondamentaux de la personne. Il faut se souvenir que tous ces gens disent, ça froisse les droits fondamentaux de la personne, mais ce n'est pas important
parce que le législateur s'est trompé en donnant des droits aux enfants. J'aimerais bien, moi, pouvoir dire ça au moment des impôts à chaque printemps. Le législateur fiscal s'est trompé, je ne paierai pas mes impôts. Mais c'est ce qui se passe en sciences de l'éducation actuellement. On reconnaît qu'il y a un problème de droit fondamental, de discrimination, et on dit, pas grave, le législateur s'est trompé. Et je vais rappeler qu'on ne parle toujours que des enfants, mais aujourd'hui, en 2020, des évalués adultes, il y en a des millions. On va passer maintenant à un autre écart, un autre présupposé traditionnel qui ne cadre pas avec les pratiques. Alors, je parlerai maintenant de ce présupposé qui dit la gouvernance en éducation scolaire, universitaire, obéit à une raison d'intérêt général. Faux. Cette fois-ci, c'est tout le immense traité de l'enseignement supérieur que nous ont écrit André Lajoie et Michel Gamache. Qu'est-ce qu'on dit dans cet ouvrage essentiellement? C'est qu'à force de répéter et de répéter les vieux a priori, la doctrine de Yves Ouellet en matière de retenue judiciaire qui dit on sait que l'universitaire est une institution charitable et d'après les vieilles règles de la common law britannique, on doit se souvenir qu'on doit laisser la charité s'exercer d'elle-même. Il ne faut pas s'immiscer. Et là, à force d'appuyer sur ce statut charitable privé de l'université, l'analyse de Lajoie et Gamache viendra nous dire que le pouvoir privé en profite pour générer ces règles de droit privé, exercer son pouvoir de justice intramuros d'une façon telle, en fait, on la laisse la possibilité en tant que pouvoir privé de privilégier ses intérêts égoïstes sur l'intérêt général et elle ne se gêne pas pour le faire. C'est tout ce que le lisent ce sont les conclusions absolument percutantes d'André Lajoie et Michel Gamache dans leur ouvrage. Elles vont même carrément arriver de dire le paradoxe le plus grand, c'est que dans la gestion des privilèges les plus importants, les plus convoités de nos sociétés, on met de côté des règles anti-discrimination qu'on considère absolument importante et primordiale lorsqu'il s'agit d'attribuer un logement ou de vendre une voiture, mais quand c'est le temps de distribuer ces plus grands privilèges, des privilèges en passant que ne peuvent pas s'accorder les parties à un pouvoir privé, là, sous la grille du contrat privé, eh bien là, on met de côté les règles constitutionnelles. Paradoxe épouvantable. C'est le livre de André Lajoie et Michel Gamache. Et finalement, je dirais, quatrième écart ou quatrième distance entre les présupposés traditionnels et les pratiques, c'est qu'on est souvent, nous, juristes, amenés à ce que dans notre cours d'interprétation des lois, on enseignait comme le devoir de présumer la cohérence d'ensemble des règles entre elles. C'est ce qui, en fonction de ce devoir implicite, omniprésent, les juristes se font constamment en train de construire cette cohérence, de lutter contre l'incohérence et de la fabriquer, cette cohérence générale. Mais qu'est-ce qui se passe devant le droit de l'enseignement actuel, le droit universitaire? C'est tellement rempli de paradoxes, tellement rempli d'incohérences, que finalement, j'ai l'impression que le juriste démissionne. Observons qu'il n'y a plus de cours de droit de l'enseignement supérieur dans aucune université canadienne actuellement. L'équivalent d'un Patrice Garand des années 80-90, il n'y en a pas. Qui sont les personnes touchées? Ben, pas compliqué. Tous les acteurs des systèmes scolaires, collégiaux, universitaires, c'est déjà beaucoup de monde, mais en plus, toute personne et toute société qui est concernée par l'actuelle gestion du privilège social et de l'ascension sociale rattachée aux notes et diplômes, ce qui transforme, d'après les mots de Louis Hémon, l'évaluant actuellement, qui le fait inconsciemment, en administrateur public inconscient du privilège social de nos institutions. Alors, à partir de là, de nos sociétés, je dirais,
Qu'est-ce qu'on peut faire face à ces paradoxes, face à ces incohérences de nos corpus de règles et de nos discours disciplinaires qui s'arriment mal entre disciplines différentes? Moi, je dirais, la première chose en tant que juriste, ce serait de dire cesser de fuir le droit de l'enseignement supérieur et scolaire. C'était une des questions qu'on se posait lors d'un colloque de l'enseignement critique des classiques du droit que j'avais organisé au CRDP il y a quelques années. Et on se disait comment faire pour faire face à ces incohérences et oser les regarder en pleine face, cesser de fuir ces incohérences, cesser de cultiver l'illusion du contrôle, c'est déjà un pas. Je dirais que la deuxième chose qu'on pourrait faire aussi, c'est d'observer l'effet méconnu des cloisons disciplinaires face aux questions très, très complexes. Lorsqu'un problème suppose de référer à la fois à une controverse en sciences de l'éducation, à la fois au discours interne en droit, à la fois aux philosophies politiques, à la fois à la philosophie des droits de l'enfant, etc., et lorsqu'on refuse de considérer la possibilité de ces montages complexes, et lorsque la pensée se fait un tout petit peu paresseuse, ce qui arrive souvent, alors on préfère morceler le problème. Tiens, toi, sciences d'éducation, occupe-toi de ça. Toi, droit, occupe-toi de ça, etc. Et finalement, personne ne s'intéresse à la big picture. Et en retour, on gagne l'illusion du contrôle et la persistance de nos fantasmagories selon lesquelles le droit est cohérent, le droit de l'État régule l'éducation, l'éducation obéit à une raison d'intérêt général, etc., etc. Et on s'endort nous-mêmes. Et finalement, moi je dirais, qu'est-ce qu'on peut faire de plus intéressant? Bien, de faire ce que Antonio Gramsci a toujours fait, c'est-à-dire de se poser la question du pourquoi il y a la survivance de ce qu'il appelait une idéologie désuète. Pourquoi tant de constructions traditionnelles du droit persistent, même lorsqu'elles sont de toute évidence désuètes face aux changements nouveaux, face aux besoins nouveaux, face aux résultats scientifiques. Et à partir de là, qu'est-ce qu'il répond? Ben, qu'est-ce qu'on peut répondre dans ce cas-ci? Ça profite d'abord aux catégories socio-économiques favorisées qui actuellement ont l'avantage d'un mode de gestion de la stratification sociale qui avantage leurs enfants, qui peuvent dire les enfants ne sont pas seulement socio-économiquement favorisés, d'après le mode actuel, ils seraient intelligemment supérieurs. Et deuxièmement, ça profite aux structures de pouvoir en place et ça profite aux grosses entreprises privées comme les universités, les institutions d'enseignement qui veulent continuer d'exercer, de puiser à même les fonds publics, mais en même temps de se réclamer d'une image de charité purement privée pour pouvoir rester libres de privilégier égoïstement leurs intérêts économiques sur l'intérêt général lorsque c'est le temps de le faire. Et comme le dit André Lajoie, il n'y a pas de doute à se faire, l'analyse du corpus de l'enseignement supérieur est infamante, tellement on voit la colonisation économiste de la raison universitaire. Alors, quelle serait la référence pertinente? Là, vous allez rire, mais oui, j'ai encore publié un livre dirigé sur Gramsci. Il est actuellement sous presse dans la collection Sociologie de la connaissance chez l'Harmattan à Paris. Normalement, le lancement devrait avoir lieu en septembre ou octobre 2020. Merci.